à examiner un tympan ou à virer une gorge, c'est pas ça du tout, mais c'est des formations complémentaires par rapport au process. C'est plus au-dessus du process que nous apprenons, n'est-ce pas? C'est plus des updates que nous faisons en partenariat avec l'Ordre des médecins, les sociétés savantes et la REODEC, etc. Alors, pour finir, quel bilan managériel dressons-nous de ce que nous avons fait? Alors, tout d'abord, par rapport à l'analyse de résultats. Pour ce qui est de l'analyse de résultats, en termes de formation, moi je suis sincère, en termes de formation, les retours sont bons. Bon, il faut dire que beaucoup de travail a été fait, on a eu des balbutiements. Le doyen Zeloué nous avait suivis à l'époque, quand il était parmi nous en Tunisie, etc., de manière indirecte, je suis dans les formations pédagogiques, leur compte pédagogique. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que nous avons de bons retours en termes de formation? Et là, je suis honnête, mais par contre, le mauvais va bien. Tout d'abord, il y a un background. N'oubliez pas que la Tunisie, sur ce projet, depuis la fameuse déclaration de Zarzis, moi j'étais jeune étudiant en médecine, c'était en 78. Et il y a un background très très long, etc. Il est vrai qu'on a commencé à parler de médecine de famille de manière officielle à partir de texte. Mais depuis 2011, on ne faisait que ça, et c'est extrêmement budgétivore. Beaucoup d'argent a été dépensé dans les formations, dans ceci, direct et indirect. Et de deux, c'est chronophage, et beaucoup de temps investi. Donc le background des facultés. Deuxièmement, le dispositif pédagogique, quelque part présent. On était préparé, mais c'est un travail d'amont qui a été fait pendant une longue période. Troisièmement, la chance de disposer aussi de personnes ressources. Le JPM, le groupe interfaculté pédagogique que je coordonne, est doté d'un certain nombre de référents, rompu à ça, puis nous avons eu la chance de voir nos amis médecins généralistes, médecins de famille se joindre à nous. Ils l'ont fait à titre gratuit. Aucune rémunération, aucune indemnité, M. le ministre n'a été demandé. Et il voulait absolument s'inscrire dans ce process. Alors, le revers de médaille, en termes de process, on a eu des dysfonctionnements. C'est vrai que j'escamote l'aspect positif du process, beaucoup de choses. Parce que si on est arrivé là, c'est que le process a été bon. Mais je voudrais véhiculer ici, pour vous dire que ce n'est pas toujours extraordinairement bien fait, en termes de process, on a eu quelques dysfonctionnements. Regardez. Et là, je l'appelle les amis ministres. La reconnaissance statutaire. Par exemple, les étudiants de 3e cycle, les étudiants de TCEM, cher ami ici, les Gilles vous demandent est-ce que nous sommes réellement résidents ou pas, sachant qu'on n'a pas encore passé le concours de résidat par c'est en médecine de famille. Puisque la médecine de famille n'existe pas comme filière dans le résidat. Alors nous, on les appelle résidents, c'est vrai. Mais eux, ils veulent avoir, et c'est tout à fait légitime, une poste. Deuxièmement, les attributions professionnelles. Si j'envoie un médecin de famille dans le service de chirurgie viscérale du professeur Zeloué, quelle attribution va donner le professeur Zeloué à ce résident médecine de famille? Et de deux, il y a parfois des problèmes de garde. Est-ce que je prends une garde de résident? Mais ça, c'est des problèmes auxquels tous les pays du monde qui ont fait ces réformes ont été confrontés. Ils ne sont pas les seuls. C'est très important d'anticiper. Et chacun sait que manager, c'est anticiper. Il faut anticiper sur ça. Si, par exemple, mon président de médecine de famille dans un service, moi, en tant que doyen, je l'envoie aux urgences, au service de cardiologie, va-t-il faire le job, le boulot d'un résident de cardiologie ou pas? Et là, on a eu quelques petits problèmes à préciser. Et c'est très important parce que vous savez très bien, et ça va venir après, les étudiants vont revenir vous voir. Écoutez, ils vous disent, on voudrait bien savoir à quelle sauce vous allez nous manger pendant ce résident en médecine de famille. Et c'est très important, nous avons été étudiants en résident nous-mêmes. Troisième élément, il y a eu un déficit de com. On a toujours eu des déficits de com, malheureusement, dans nos systèmes. Nos facultés, même si on tenait des réunions quasi mensuelles, on était, etc., il y a toujours des choses qui ressortent, des événements qui sortent et qui peuvent faire l'objet de déficits en communication. Et là, personnellement, je l'accorde à mes résidents. Il y a quelques... Mais ce n'est pas déficit au niveau de la faculté, parfois, à l'échelle nationale. Un texte qui sort, des textes d'application, etc. J'ai fini, Monsieur le Président. Il y a eu des décisions erronées, là, nous sommes entre amis. Et le problème de l'exode, c'est un problème international. Et il y a eu un ministre, cher ami Hussein Wadi, chez moi, qui a pris la décision de demander de nous donner le diplôme de docteur en médecine qu'à la fin du cursus de médecine de famille. Et ça a fait la grève de 6 semaines de l'année dernière, cher ami. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu étais ministre à l'époque, etc., au Maroc, c'est pas du tout le Maroc, etc. Mais nous l'avons pris de plein fouet, nous autres doyens, etc. Alors que moi-même, évidemment je ne vais pas dire le nom du ministre, bon, je suis juriste de formation, et médecin, et je lui ai dit, monsieur le ministre, vous n'avez pas le droit de séquestrer le diplôme de quelqu'un. Il a soutenu, le doyen prend 1 semaine, 2 semaines pour apposer le cachet sec et remettre le diplôme. Autrement, il fait une commission sur requête, et dans l'arrêt de la
où vous amène carrément à des Mounaf et se fait délivrer son César. Et c'est ce qui a fait le débrayage. Et malheureusement, ça a fait l'impression d'un grain dans la machine et il y a eu des réactions étudiantes qui maintenant, le problème est résolu, même si l'actuel ministre promet de revenir sur ses décisions, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Je vais obliger de respecter. Donc, professeur Zerouali, donc, question. En fait, mon intervention va surtout mettre un point particulier sur l'importance des stages, et notamment dans les services de santé publique et dans les libérales. Et je dirais même que quand j'étais doyen de la faculté de médecine, j'avais même demandé à ce que les stages du 12e cycle se passent dans le secteur libéral sur la base d'un carnet de stage avec des objectifs bien définis. Pourquoi? Parce qu'au niveau des CHU, je ne sais pas si c'est le bon terrain de stage, parce que les malades arrivent référés avec un diagnostic en général fait, et donc l'étudiant récite au lieu d'apprendre à faire le chemin inverse. Deuxième chose, dans le secteur santé publique et libérale, on apprend aussi la décision alternative, ce que dans le CHU, en général, on ne donne pas la possibilité aux étudiants de l'apprendre. Et ceci est extrêmement important. Donc, c'est pour dire que l'histoire des stages est fondamentale, à condition aussi à ce que ces maîtres de stage aient une formation pédagogique, 1, et 2, qu'ils participent aux délibérations pour les valoriser et pour leur donner cette autorité pédagogique sur l'étudiant. Et donc, ceci est essentiel. La deuxième chose, très rapidement, Monsieur le Président, moi j'ai toujours demandé à ce que la médecine de famille devienne dans la liste des spécialités, et qu'elle fasse partie du concours de résidenat, que les étudiants deviennent des résidents, ce qui règle un certain nombre de problèmes en termes de rémunération et même de garde quand vous les envoyez dans les différents services. Et donc, ceci va permettre à cet étudiant d'être spécialiste et d'arriver à ce que chez nous, il y a une revendication actuelle de tous les médecins généralistes, c'est que si vous donnez aux médecins de famille ce statut de résident, rien n'empêche à ce qu'à ce moment-là, on lui accorde l'indice 509 qu'aujourd'hui tous les étudiants et tous les médecins sont en train de réclamer. Donc je pense que ceci règle cela et en même temps règle un certain nombre de problèmes en matière de cursus. Merci. Par rapport au stage, les étudiants vont en troisième année de médecine dans les CSP, cher ami, c'est bien. Oui, non, moi je parle chez vous. Oui, oui, et Manteau. Merci sur la réflexion de mon maître Zerouali. Il m'a facilité la tâche parce que toujours la grande question, nous formons quel médecin pour quelle société, pour quel... Voilà. Et quel profit de médecin qu'on cherche. Si on continue à former les médecins 95% de leur temps, 92% de leur temps au CHU, il y a de la pathologie tertiaire et ils n'arrivent pas à apprendre à traiter même une angine, une otite, une pudémite, etc. C'est foutu. Et genre, pour renforcer les soins primaires, les soins de première ligne, nous avons besoin d'un médecin généraliste ou d'un médecin de famille qui est formé à la pathologie la plus courante, la pathologie communautaire. Très rapidement, j'ai appris beaucoup de ces Chadli. Je le remercie parce que d'énormes services au Maroc, à travers les facultés de médecine, je pense qu'il faut l'applaudir. Voilà, je lui dis honnêtement tout ce qu'il fait dans la formation pédagogique pour nos enseignants. Très rapidement, nous sommes sur un projet. Alors, qu'est-ce qui existe au Maroc? C'est l'expérience tunisienne qui va nous faire apprendre beaucoup de leçons. Qu'est-ce que se fait au Maroc? Il y a une expérience modeste à Marrakech, une convention avec les Nord-Américains, avec les Canadiens à Montréal, et avec l'aide de la direction de la santé, de CHU et de la direction administrative. Donc c'est un projet qui fédère tous les intervenants dans la région, qui essaie un peu de répondre aux besoins de la région.
Nous avons commencé par un noyau dur. Il y avait moi-même, je suis pédiatre, avec le médecin de santé publique, avec un médecin interniste, et nous avons commencé une petite réflexion. Après, nous avons élargi le noyau à 15-20 médecins généralistes de la région de Marrakech, avec 4-5 médecins généralistes privés, et nous avons commencé à réfléchir. La première des choses, c'est que Gelsna, les enseignants de chaque spécialité, avec les médecins généralistes, pour la première fois sur la même table, et on a débattu, on avait discuté, on avait échangé. Et avec les experts qui viennent de l'extérieur et les experts à l'échelle nationale, nous avons commencé à former les maîtres de stage. Parce qu'ils sont compétents, le médecin, ils ont de l'expérience, mais il faut les former à la supervision clinique, tout ce qui est raisonnement, comme ça a été dit par Ali Chadli, et d'autres techniques de communication, de supervision, etc. Il faut mettre à niveau le stage. Parce que, qu'est-ce qui fait que les gens sortent la première ligne? Parce qu'il faut finalement que ça soit doté de moins qu'il faut. C'est-à-dire, il ne faut pas que c'est un simple triage. Il faut que ça soit de très bons centres de formation. Et je pense qu'il suffit d'y penser et de mettre à niveau. Nous n'avons pas besoin de grands moyens sur le plan logistique. Et là, je pense peut-être Fatem Zahra Chiché peut en témoigner, c'est que la personne qu'on a recrutée, une assistance pour s'occuper de ce projet il y a 2 ans, 3 ans, il est en train de penser sur un référentiel des compétences. D'accord? Sur ce référentiel de compétences, qu'il partait des situations cliniques, des situations professionnelles, avec nos médecins généralistes du terrain qui ont des expériences de 20 ans, 30 ans, 35 ans, que ce soit public ou privé, et là, ils ont partagé tout ça, et nous sommes en train de remonter un référentiel de compétences qu'on est en train de partager avec différentes associations de médecins généralistes pour l'enrichir. Et il nous reste prochainement, avec notre expert canadien, de travailler sur la maquette de formation. Bien sûr, comme l'a dit César Wali, il faut que la médecine de famille, et là nous travaillons avec mes amis de Réseau des Doyens, à inscrire la médecine de famille comme une spécialité. 1. 2. Il faut créer le département de médecine de famille dans chaque faculté. Il faut que les médecins généralistes qui sont les plus brillants peuvent faire le résidenat de médecine de famille, et la loi devrait leur permettre d'être recrutés en tant qu'enseignants de médecine de famille. C'est fondamental. Bien sûr, partout dans le monde, la question s'est posée, que faire avec le restant? Je pense avec la pédagogie mixte, à distance et présentielle, le problème peut être réglé. Donc je pense que chaque pays trouverait la solution sur le plan piconnier et sur le plan formation, sur le plan pédagogique. Merci. Bien, merci Monsieur le Président. J'étais en train de réfléchir, de retirer la parole, parce qu'après l'intervention de M. Zrouali et le début de l'intervention de M. Bouskaoui, il ne me reste pas grand-chose à dire. D'ailleurs, juste pour rappeler, je crois que les doyens de la faculté le connaissent, il y a eu une évaluation au début de l'année 90 par l'OMS, je crois, Pierre-Jean. Il y a qui a vraiment un rapport qui est accablant. Il a reproché carrément aux 2 facultés, Rabat et Casablanca, que la formation clinique ne se fasse qu'au niveau de CHU. C'est une erreur grave, effectivement, parce que le médecin, ça a été déjà dit dans l'intervention de Mme Souzarendi, on forme des médecins qui peuvent soigner ailleurs, c'est-à-dire en Occident, et pas le soigner dans notre pays, c'est-à-dire dans les campagnes. Bien, alors, c'est Ali, c'est toujours un plaisir de t'écouter depuis que je vous connais. Et vraiment, c'est juste une petite question. C'est les médecins de famille qui ont été et je vais droit au but, c'est-à-dire que sur le plan pécuniaire, sur le plan honoraire, comment ils sont payés, est-ce qu'ils sont multidisciplinaires généralistes ou spécialistes? 1. Deuxièmement, j'ai vu une image que tu as montrée sur la RC. J'ai trouvé que le nombre est très important, parce que normalement on ne dépasse pas 8 à 10. 8 à 10. Et là, il y avait quand même une trentaine de personnes. Oui. Là, bien sûr. Merci. Je te voyais venir avec lui. Bien sûr, mon ami Tofir a participé. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, la dernière, il y a
a un référentiel métier, compétences pour le médecin de famille. C'est un travail qui a été très très long, fastidieux, fait par les académies, par nos amis médecins de famille, etc. Pour les Cizéraya, et puis cette famille depuis Mohamed Ali Jebari et toute l'équipe service, etc., mais il n'y a pas de référentiel métier. Par contre, le mérite revient à nos amis assises animateurs qui ont été les premiers avec les chirurgiens viscéraux, Cizéouani Kenismani, à avoir eu un guide de stage de résident. Cizéouani, je parle sous son contrôle. En Tunisie, les deux spécialités qui ont ouvert la voie par rapport au guide de stage, carnet de bord, c'est l'anesthésie et la chirurgie viscérale. Tu te rappelles de ça? Et la anesthésie, oui, ça a été etc. Mais il n'y a pas de référentiel métier et compétences, etc. Et récemment, je viens d'aider le corps des sages-femmes, je ne sais pas si les professionnels de santé, nos amis de la MAUTI, à construire un référentiel métier et compétences pour les sages-femmes, et je l'ai coordonné pédagogiquement, managérialement, etc. La question, la simulation, bien sûr, les médecins de famille, tu les as vus au monastère, à Sèvres, les médecins de nos amis, médecins de famille, médecins généralistes viennent régulièrement au centre de simulation, updater leurs compétences, etc. Au centre de simulation, ils font du procédural, et ils font aussi de la haute fidélité, et la RRL. Et globalement, je ne sais pas si j'ai raté, etc. Mais en tout cas, oui, c'est bon. Mais en tout cas, on a un template d'évolution pour les médecins de famille, il y a une feuille de route tracée. Bon. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici 2-3 ans. C'est que par la spécialité, on a ouvert la voie pour l'ouverture des premiers postes d'assistants universitaires en médecine de famille. Ils vont être des professeurs de médecine, des assistants, des EPSUN, des EPCA, maîtres de conférences agrégés et des professeurs. Alors, on a déjà un département de médecine de famille, avec l'unité, tu as récemment visité mon ministère. La médecine communautaire, c'est Là, alors là, moi je défends une idée, ça n'a rien à voir avec la médecine communautaire. Je parle sous ton contrôle, cher ami, famille. Là, ça n'a rien à voir avec les sincèrement, j'exprime un point de vue d'abord académique, pédagogique, mais ce n'est pas du tout les attributions, les objectifs, les compétences, mais je kiffe. Et la mission générale, mais je kiffe. Attention, mais je ne suis pas en train de dire à mes amis marocains ce qu'ils ont à dire, mais je connais très bien l'expérience canadienne, je connais très bien l'expérience américaine, je connais très bien l'American Board of Family Medicine. C'est pas du tout la community health, community medicine. Ça n'a rien à voir. Et là, j'exprime un point de vue et merci de m'avoir attiré sur ce terrain, mais sans vexer personne. Et nos amis de la community medicine font un boulot extraordinaire, irremplaçable. La médecine famille, c'est autre chose. Dérogation, donc avant de donner la parole à Dr. Dominique Chébia, la parole à mon ami Merci. Juste après, madame. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question à Monsieur le Président. Je vais personne à votre exposé. Je vais vous demander, est-ce que le message fort, vous pouvez nous donner, nous, c'est le Maroc, ce qui se passe, puisque nous essayons de faire quelque chose au niveau des services hospitaliers universitaires. J'aimerais bien vous entendre sur le plan pratique. Merci. Pour développer de la recherche. D'accord. En fait, on ne peut pas dissocier, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas dissocier l'enseignement supérieur de la santé. Je crois que c'est deux ministères complémentaires qui doivent travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que, en particulier là, on est dans un cadre biomédical. Donc, il faut comprendre les pathologies humaines et on est obligé de passer par l'expérimentation animale, la recherche fondamentale, etc. Donc, il faut que les médecins et les chercheurs travaillent main dans la main pour développer la recherche. C'est ce qui s'est passé en fait avant, les chercheurs et les médecins se détestaient. Ils ne se croisaient pas du tout. Maintenant, dans tous les instituts de recherche, on a des médecins cliniciens avec nous. Et c'est ça qui a fait le succès de Bordeaux. C'est le développement de la recherche biomédicale translationnelle. On va de la cellule jusqu'à l'autre. Et du coup, en se serrant les coudes, vous me posez la question en tant que clinicien, on va réfléchir ensemble, je ne vais pas réfléchir tout seul, on va réfléchir ensemble pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe chez vos patients. Donc, ça c'est la première chose qui est capitale, c'est de mettre la main dans la main des enseignants, des chercheurs et des cliniciens. La deuxième chose, c'est malheureux à dire à notre époque, c'est le financement. Le Maroc passe, je pense, par des situations comme dans le monde entier, le manque de financement. En France, on souffre énormément actuellement avec ça. La recherche en France est en train de reculer à cause des financements. Donc, si on veut développer une recherche translationnelle, ça nécessite des financements énormes.
Et je pense qu'il faut miser sur la recherche parce que développer la recherche au Maroc, c'est capital. Ça devient très important, ça devient capital. On a des pathologies qui sont spécifiques au Maroc, donc il faut développer de la recherche dans ces domaines-là. Il ne faut pas copier les autres, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain marocain. Donc il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau pathologique marocain. Je ne sais pas si Merci, Monsieur le Président, le permet. Non, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Sinageuse, que je salue monsieur. C'est le problème du financement. Personnellement, j'ai toujours été convaincu que l'État ne peut pas financer à elle seule la recherche et qu'il faut aller chercher la recherche, le financement dans le secteur privé. Ce n'est pas un miracle ce n'est pas par miracle que les universités américaines réussissent. Ils ont le fundraiser. Toutes les universités ont un fundraiser. Et j'étais arrivé au bout de 3 ans à ce qu'il y ait 82% de financement public contre 18% de financement privé, alors qu'on était parti de 100% public. Donc en moins de 3 ans, on est arrivé à 18%. Et il est essentiel aujourd'hui de mettre en relation, en même temps que ce que vous avez dit, c'est-à-dire les médecins, les scientifiques, les ingénieurs et autres, de mettre aussi le secteur du milieu des affaires. Et d'ailleurs, c'est sur ceci que je travaille actuellement, c'est pour essayer de rapprocher l'industriel de la recherche, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut développer de la biotechnologie, parce que vous allez répondre à une demande d'un industriel qui voit, lui, le business, et vous allez développer la recherche. Il n'y a pas de... rajouter un élément capital dans la recherche qu'on n'a pas au Maroc, c'est le statut chercheur pur. Au Maroc, on n'a que des enseignants-chercheurs. Quand je dis que, c'est péjoratif. Je ne diminue en rien en la qualité des enseignants, de chercheurs. Pourquoi je dis chercheurs? Parce que les chercheurs sont là à 100% pour se concentrer sur la recherche. On a besoin des enseignants-chercheurs. Il faut un travail étudiant en thèse. Il n'y a pas de technicien, pas d'ingénieur. Il faut se focaliser sur la création de techniciens qui sont dédiés à 100% à un laboratoire et c'est eux qui accompagnent les étudiants et les postdocs. Et ils accompagnent les chercheurs. Si on ne choisit pas cette voie, la recherche ne sera jamais développée au Maroc. Il faut absolument des techniciens, ingénieurs et des chercheurs à 100%. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'évaluation. Mais c'est capital l'évaluation. Nous, on évalue moi en tant que directeur de recherche. Et si je ne publie pas, on me tire les oreilles. Mais, quand est-ce qu'on peut demander l'évaluation? Ça ne sert à rien parce qu'il n'aura rien fait. Il va vous dire, ben oui, vous venez m'évaluer, vous ne m'avez rien. On aura les moyens à donner aux chercheurs pour travailler. Merci. Je voudrais rendre hommage au professeur Chadi, que je connais depuis maintenant 10 ans. On s'est rencontrés en Algérie. Déjà à ce moment-là, on était pour un lycée de famille. Et qui nous a encadrés pour créer la Société maghrébine de lycée général. C'est notre parent au niveau de la Société maghrébine. Et je voudrais aussi rendre hommage au professeur Boustaoui, que je connais depuis près de 5 ans maintenant. Et donc, on a travaillé ensemble tous les trois au niveau de Montpellier, au niveau du Collège des généralistes enseignants. Et le professeur Boustaoui a eu l'amabilité de nous impliquer dans le travail sur les compétences en médecine de famille. J'ai une question bien précise. Vous avez parlé tout à l'heure de... Excusez ma voix, j'ai une extension de voix. Vous avez parlé de compétences en médecine de famille après 2 ans et de spécialisation après 3 ans. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Qu'est-ce que ça donne comme résultat exact sur le terrain? Alors, vous avez 2 cohortes. Une cohorte qui va se contenter de faire la compétence. Et il y a une cohorte qui voudrait aller jusqu'au bout pour la spécialité, avec l'idée qu'en après-vente, entre guillemets, ça marque très mal, c'est que c'est des gens... On fait des livres de pédagogie, d'autres qui ont fait des formations de formateurs, et d'autres qui ont fait des maîtrises de stage. Et donc, c'est le fait que vous avez parlé tout à l'heure d'impliquer les gens du terrain dans le développement de la formation médicale continue, dans le développement de la spécialité en médecine de famille. Et là, je vais parler du fait d'être financé par les firmes pharmaceutiques. Nous avons fait aussi en parallèle des formations où ce n'est pas du tout sponsorisé, et c'est des médecins qui viennent, qui se forment sans aucun financement